Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur l'Opel Vectra C. C'est exactement le cas lorsque les proverbes sur Opel sont totalement inapplicables. Parce que la Vectra C pourrit très lentement, beaucoup plus lentement que les Vectra A et Vectra B ou certaines Mercedes-Benz W210. Cependant, compte tenu de l'âge de la voiture, un véhicule d'occasion ne présentera certainement pas de problème. Et le modèle présente encore quelques défauts. Commençons par le plus désagréable. Le joint inférieur de la porte est ici réalisé avec une grande moulure sur un cadre en acier et est fixé au trou du seuil juste au-dessus de la garniture en plastique. En fait, le problème est le même qu'avec la Vectra B, mais ici l'acier est galvanisé, et donc l'humidité et le sable s'accumulant sous l'élastique, les charges et mouvements constants lors de l'ouverture des portes entraînent des problèmes visibles apparaissant dès l'âge de 15 ans, et pas par 6 à 8, comme avec la dernière génération. Parfois, les problèmes apparaissent plus tôt, mais ils sont généralement la conséquence de l'accumulation d'une grande quantité de saleté sous le plastique et à l'intérieur du seuil ou de dommages passés à la peinture. Sur l'ascenseur, évaluez la couture intérieure de l'arche arrière, déjà mentionnée ci-dessus, et en même temps toutes les surfaces internes. Les coffres ici sont très conditionnels, la paroi avant n'est pas vraiment protégée, et les coutures et le bouchon de bas de caisse restent une partie très vulnérable de la carrosserie. Vous devez également inspecter très soigneusement l'emplacement de montage de l'amortisseur. Surtout s'il y a des traces de fuite de l'amortisseur lui-même, dans ce cas, la charge sur la carrosserie augmente considérablement. Il est conseillé d'inspecter la cavité sous les garnitures de bas de caisse à l'arrière, la saleté s'y accumule et une forte corrosion peut se développer. Les garnitures sont fixées sur 12 pistons, il est irréaliste de les retirer sur la voiture de quelqu'un d'autre, mais dans la partie arrière, vous pouvez tirer soigneusement le seuil, vers vous, sous le bord arrière de la porte et regarder dans l'espace. Ce serait formidable s'il y avait un compresseur pour souffler la cavité afin d'éliminer la saleté et d'évaluer l'état du métal. La déception quant à la qualité Opel vient généralement de diverses petites choses. De nombreux problèmes de ce type nous attendent ici, car une grande machine est en fait assez économique en termes de solutions. Le plastique bon marché, les économies sur les fixations et l'accent mis par le fabricant sur la simplicité de conception se font sentir. Les micro-interrupteurs des serrures fonctionnent mal, les moteurs tombent en panne avec le temps, surtout le moteur de la serrure des portes arrière et du couvercle du coffre, les glissières de pare-chocs sont fragiles comme sur les françaises, le trapèze de l'essuie-glace se détériore facilement et naturellement, utilisez bac de hover, les vérins à gaz durent 10 ans et commencent à tomber en panne. La base en aluminium des rétroviseurs se corrode, provoquant des problèmes avec le mécanisme qui devient acide et perd tout simplement son aspect. Les supports de phare sont plutôt faibles, heureusement, il existe des supports de réparation. Les modules d'objectifs sur le pré-restyle sont morts dans littéralement toutes les voitures, sur restyle, dans presque toutes. Heureusement, le phare n'est pas si difficile à démonter et il existe également de nouvelles lunettes. Le niveleur de phare tombe en panne principalement en raison de capteurs de position du corps faible, leur étanchéité est nulle. Les répéteurs de clignotants fuient également, les lampes des répétiteurs se décollent, il y a des problèmes avec les contacts et le boîtier de commutation arrière. La suspension de la Vectra C est entièrement standard, à jambes de force McPherson à l'avant et multibras à l'arrière, la même que celle de son prédécesseur. Suivant la mode du début des années 2000, un énorme roulement de support dans un boîtier en plastique a été utilisé sur la face avant, il ne tient pas longtemps dans la boue. Le coffre modernisé, apparu après 2004, n'aide pas non plus, la durée de vie a augmenté, mais l'appareil reste toujours inconsommable, et un crépitement en tournant le volant est une crainte standard du propriétaire. Le bras avant de la Vectra C est devenu en aluminium, avec une rotule non remplaçable. Sa durée de vie est assez correcte, plus de 100 000 km, mais le prix est plutôt élevé, pour 350 €. Les options non originales de FAG ou Magneti Marelli coûteront environ 3 fois moins cher et la ressource sera plus courte, mais pas critique. Mais les remplacements chinois bon marché coûteront entre 15 000 et 40 000 maximum. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer d'installer une boule de remplacement dans l'ancien levier ou acheter en Biélorussie un kit pour souder sur un nouveau support pour une boule de remplacement pour boule de lancer. La suspension arrière a aussi ses points faibles. Tout d'abord, la ressource du boomerang, le levier en forme de croissant, ou plus précisément de ses silent blocks, est trop petite. Au début, son prix était presque le même que celui de l'avant, mais avec le temps, il a baissé, même l'original coûte 60 à 70 €,
et le non original coûte environ 25 €, et la ressource est généralement acceptable. Toutes les bagues des bras de suspension arrière sont désormais remplaçables, ce qui constitue un gros plus. Après 100 000 km, les élastiques non seulement du boomerang, mais aussi des bras oscillants et de support s'usent généralement, donc une Vectra de 15 à 20 ans devra probablement y investir plus ou moins régulièrement. La facture moyenne d'une reconstruction est d'environ 200 € uniquement pour les leviers et les silent blocks, sans compter les amortisseurs et les ressorts, qui peuvent également nécessiter un remplacement. Selon les normes Opel, les coûts d'entretien du châssis Vectra C se sont avérés trop élevés. Les opélistes de la vieille école, habitués au fait que la suspension s'use au moment où la carrosserie commence à s'effondrer et que les pièces de rechange sont distribuées gratuitement et qu'ils paient également un supplément, étaient extrêmement mécontents, alors une vague de malédiction s'est propagée dans tout le pays. Communauté régulièrement. Par conséquent, lorsque vous lisez des critiques en colère, il convient de garder cette circonstance à l'esprit. Selon les normes actuelles, le coût d'entretien d'une voiture de classe D est tout à fait acceptable, d'autant plus que les prix des pièces détachées ont considérablement baissé au cours des 10 dernières années. La direction des Vectra est à crémaillère et pignon, avec direction assistée électrique, sauf pour les versions OPC et avec un moteur 2,8 T, où se trouve une pompe mécanique conventionnelle. Parlons tout de suite du triste. La pompe d'origine pour le pré-restylage coûte 2 500 €, pour le restylage elle coûte environ la moitié du prix. L'unité SIM, dont il a été question dans la section électronique, compte environ 900 personnes supplémentaires. Bien sûr, un centre de service automobile russe typique, si des problèmes surviennent, et sur les voitures de plus de 200 miles, leur apparition est une question de temps, vous proposera exactement ce budget pour les réparations. Mais il n'est pas nécessaire de courir pour vendre un rein, tout peut être restauré ou remplacé par un rein d'occasion, et de nouvelles pompes non originales sont disponibles pour littéralement 150 €. Comment retarder l'arrivée de la fin du monde? Tout d'abord, vous devez savoir que la pompe nécessite un remplacement régulier du liquide, au moins une fois tous les 30 000. Dans l'huile sale, la pompe meurt lentement, finissant simultanément la crémaillère, où la surface intérieure s'use. Le deuxième problème typique de la crémaillère est la fuite des joints d'huile, mais cela n'est pas dû à la saleté, mais à une surchauffe, car le radiateur standard n'est clairement pas suffisant pour un refroidissement complet. À un kilométrage élevé, le moteur électrique tombe également en panne, des problèmes surviennent régulièrement avec le câblage de la pompe et la tension dans le système électrique de la voiture fluctue considérablement lorsqu'elle est en marche, tout n'est pas très bien câblé. Il existe plusieurs options mécaniques ici. Avec les moteurs à essence 1.6 et 1.8, ils ont installé l'ancienne transmission manuelle de la série F17 de leur propre conception, avec des moteurs 2.2 à un F23 à 5 vitesses fabriqués par Getrag, avec des moteurs 3.2 et des moteurs diesel 2.0 et 2.2 encore une fois un F35 à 5 vitesses. Avec un moteur essence 2.0 suralimenté un Getrag M32 à 6 rapports, et avec des moteurs diesel et un 2.8 T, la boîte de vitesse la plus puissante de l'arsenal d'Opel, la F40. Toutes ces transmissions manuelles ont une compression hydraulique, ce qui n'est pas bon marché, mais fiable. Le F17 présente le plus de problèmes, qui ont été développés sur la base de l'ancienne boîte de vitesse F13 pour les moteurs jusqu'à 1,6 litres. Sur la Vectra C, il fonctionne avec des moteurs 1.8 jusqu'à 140 chevaux, et la voiture elle-même est lourde, beaucoup plus lourde que toutes les Vectra auparavant. Même avec des moteurs 1.6 sur la Vectra B, ces F17 mouraient régulièrement, et sur la Vectra C, les chances devenaient très élevées. Lors de l'achat, écoutez-le dans l'ascenseur pour un hurlement caractéristique. Tout d'abord, le roulement avant de l'arbre secondaire meurt, dimension 47 par 27 x 19,5, tuant par la même occasion le siège sur l'arbre. Au fil du temps, des problèmes de jeu de l'arbre d'entrée apparaissent également. Si vous ne faites rien, le corps de la boîte de vitesse sera irréversiblement endommagé et des pièces d'usure achèveront le différentiel. Ce dernier, d'ailleurs, peut souffrir non seulement le long de la chaîne à cause du roulement, il n'a besoin que de charges élevées et ou d'huile sale. À un moment critique, le différentiel casse un morceau du carter de boîte de vitesse avec l'axe du pignon. En théorie, vous pouvez usiner un siège d'arbre pour un roulement d'un diamètre plus petit, et si vous choisissez un roulement de remplacement de haute qualité avec une bonne poussée et une bonne charge radiale, l'arbre survivra toujours. En pratique, il s'avère que la seule option de remplacement possible est un roulement industriel de dimension 20 par 47 x 18 mm. Dans ce cas, l'arbre doit être rectifié à un diamètre supérieur à la moitié de celui d'usine.
Une question logique se pose, la tige se brisera-t-elle à cause de telles manipulations? Il se cassera définitivement si l'arbre est usiné en violation de la technologie, ce qui arrive tout le temps. Une histoire similaire avec une option alternative, réaliser une bague dans le boîtier pour un roulement de taille standard d'origine. En théorie, c'est possible, en pratique, vous devez choisir le bon matériau et tout faire avec soin. La troisième option consiste à acheter un F17 d'occasion, ce qui n'est pas non plus si simple, étant donné que le problème réside dans la conception elle-même. Presque tous sont déjà morts, vous devez donc dans tous les cas les parcourir avant l'installation. Il existe des différentiels renforcés, mais ils sont très chers, plus chers que la boîte de vitesse elle-même. Les anciens se souviendront que sur la Vectra B, en cas d'usure critique, la F17 était remplacée par une F16 beaucoup plus résistante, qui n'avait pas de tels problèmes, et cette boîte de vitesse coûtait 1 centime. Oui, nous avons dû changer de variateur et de hub, mais ce n'est pas si grave. Hélas, il n'est pas possible d'installer une vieille transmission manuelle sur une Tseschka, elle repose simplement contre la crémaillère. En général, il existe deux options les moins problématiques. Soit vous achetez une nouvelle boîte F17, après restauration en usine, en réalisant qu'il est peu probable que la ressource dépasse 120 à 150 000, soit ne plaisantez pas avec la sous-compacte Vectra C. Les transmissions manuelles à 5 vitesses de la série Getrag F23 sont beaucoup plus puissantes, même si elles meurent aussi parfois à cause de l'usure des roulements, mais cela arrive extrêmement rarement. Parmi les défauts, on ne peut que rappeler que le mécanisme de commutation est très sensible au jeu du culbuteur et à la difficulté de changer l'huile, qui doit être versée par le reniflard supérieur, sinon le volume recommandé ne conviendra pas. La boîte de vitesse M32 est aussi une Getrag, c'est une 3 arbres moderne et très compacte, mais elle ne pose pas moins de problèmes qu'avec la F17. Les roulements meurent de la même manière, le plus souvent l'arbre secondaire. Il y a un problème de refroidissement, lors de la conduite à grande vitesse, il chauffe au-dessus de 120 degrés et il n'a qu'un refroidissement naturel, avec de l'air. De plus, les roulements manquent clairement de lubrification en raison de défauts de conception du capot avant. Comme pour le F17, les produits d'usure des roulements peuvent facilement détruire le différentiel. La réparation n'est pas bon marché, mais l'un des avantages est que vous pouvez changer les roulements sans retirer la boîte de vitesse de la voiture. Au fil du temps, le constructeur a remplacé le couvercle avant problématique, M32 par des roulements de plus grand diamètre, 62 mm au lieu de 55, et l'a doté de canaux de lubrification, le problème a perdu de sa pertinence. La boîte de vitesse de la série F40 est également à 3 et 6 arbres. Vitesse, mais déjà, la sienne. Il n'y a aucun problème avec les roulements, tout est très fiable, ils tombent rarement en panne, il vous suffit de surveiller le niveau d'huile. Mais les engrenages fabriqués à l'aide des nouvelles technologies ne diffèrent parfois pas en qualité. En théorie, ce boîtier détient plus de 450 Nm de couple, ce qui est suffisant pour n'importe quel moteur, et en pratique cette valeur est encore plus élevée, jusqu'à 600 Nm. Certes, les engrenages sont parfois coupés dans des situations inoffensives, par exemple après un choc. Habituellement, les 3e et 5e rapports souffrent, et dans ce cas la boîte de vitesse n'est pas une survivante, les réparations n'ont pas beaucoup de sens. Les véhicules d'occasion sont extrêmement bon marché. À titre de comparaison, avec le prix d'un F17 d'occasion étant de 400 à 600 €, un F40 en bon état peut être trouvé pour 250. Avec les fusils d'assaut Vectra, j'ai été à la fois malchanceux et chanceux. Dotée de moteurs diesel de 2,2, 3,2 et 3 litres, la voiture était équipée d'une Aisin AW55 à 50 à 5 vitesses plutôt réussie, puis de sa version modernisée AW55 à 51 sous la désignation AF23, AF33. Avec des moteurs 2,8T et des moteurs diesel 1,9, ils ont installé une nouvelle Aisin TF80SC à 6 vitesses, également réussie, sous la désignation AF40A6. Le problème est que les voitures les plus populaires équipées de moteurs 1.6 et 1.8 ne disposent pas de transmission automatique normale. Sur la version 1.6, il n'y avait aucune transmission automatique et sur la version 1.8, seul le robot EasyTronic était installé. En théorie, elle était disponible quelque part avec une GMVT 20 CVT, mais en pratique, une telle voiture est impossible à trouver en Russie ou en Europe. La partie mécanique du robot est basée sur la transmission manuelle F17 avec tous ses défauts, avec des entraînements électriques pour l'embrayage et le mécanisme de sélection des vitesses.
Il s'agit d'une option très simple et peu coûteuse pour automatiser une transmission manuelle, d'autant plus que l'ABS est privé de la fonction anti-recul et que la commande du frein à main est uniquement mécanique. Même en bon état de fonctionnement, EasyTronic ne fonctionne pas très bien, il a des problèmes de démarrage en montée et un rythme de conduite irrégulier. La boîte sursaute et se comporte comme un pilote peu expérimenté, mais elle s'occupe de la partie mécanique. Au niveau de la partie automatique, la conception est la plus simple possible, et la plupart des pannes sont soit le grillage de l'étage de puissance de commande d'embrayage dû à une surcharge, soit la panne des moteurs électriques des entraînements. Il y en a 3 d'entre eux. Le plus souvent, le moteur d'embrayage meurt. Cela se produit généralement en raison de l'usure des balais ou de la cale de roulement à un kilométrage de 120 à 150 000. Tout peut être réparé à très peu de frais si vous savez quoi faire, et le service n'a aucune envie de vous arnaquer pour les réparations. Un autre inconvénient est que l'unité de commande dans le compartiment moteur n'est pas scellée même en usine, et après les mains ludiques des services, elle est remplie avec une régularité alarmante, littéralement à chaque fois que le moteur est lavé. Il existe également un câblage de mauvaise qualité et la nécessité d'une adaptation régulière afin de ne pas surcharger la partie puissance de l'électronique du variateur et d'améliorer le bon fonctionnement. Avec des courses supérieures à 200, des pannes supplémentaires dans le sélecteur et une usure de la mécanique du mécanisme de commutation apparaissent. Certes, lors du fonctionnement sur la Vectra C, les boîtes de vitesse à 5 vitesses ont rencontré un sérieux problème. L'échangeur de chaleur des radiateurs Valeo présentait un défaut de conception. En conséquence, l'antigel est entré dans l'ATP, finissant rapidement la boîte. Plus tard, le radiateur a été modernisé en modifiant la conception des anneaux et, après 2004, ce problème n'a plus eu lieu. Les premières versions de transmission automatique produites avant 2003 sont plus capricieuses que les dernières 55 à 51 avec des kilométrages d'environ 120 000 à 150 000. Elles ont eu beaucoup de problèmes avec le corps de soupape, mais il est désormais peu probable que vous rencontriez un si faible kilométrage voiture précoce. Dans les Vectra ultérieures, à condition que l'huile soit changée régulièrement et qu'il n'y ait pas de surchauffe, ces boîtes sont très durables et peuvent fonctionner plus de 350 avant les premiers problèmes sérieux, sauf peut-être lors du remplacement de la garniture de verrouillage du convertisseur de couple. Eh bien, pour lutter contre la surchauffe, il est conseillé d'installer un radiateur et un filtre supplémentaire dessus. Une transmission automatique à 6 rapports plus puissante sera initialement plus fiable, même lorsqu'elle est utilisée avec des moteurs très puissants. L'essentiel est, encore une fois, d'éviter les surchauffes, et dans le cas du moteur 2.8T, elles surviennent régulièrement. Lors d'une conduite active en ville, l'huile surchauffe à plus de 120 degrés, provoquant des fuites dans les durites du système de refroidissement de la transmission automatique, une usure de la pompe à huile et un vieillissement accéléré des pistons de la transmission, suivi de fuites de pression. Le convertisseur de couple ici est de conception plus complexe avec un solénoïde de verrouillage vulnérable à l'huile sale. Comme la plupart des voitures équipées des uns, les Vectra hydromécaniques ont des problèmes dus à des pannes du sélecteur de transmission automatique, mais cela arrive rarement et est peu coûteux. Et cela parle aussi indirectement du kilométrage élevé, plus de 350 000, de la voiture. Il convient de reconnaître que l'échec d'Opel à rivaliser avec Audi, BMW et Mercedes-Benz n'est pas uniquement dû à son image. C'est juste moins cher et moins solide, et cela se voit dans beaucoup de choses. Les aspects positifs sont la simplicité et la maintenabilité relative. Comme dans le cas de la carrosserie, de nombreux problèmes sont causés par le style de fonctionnement avec des économies surtout. De nombreux propriétaires aiment verser de l'huile GM5W30 bon marché et la changer tous les 15 000, ainsi qu'utiliser les composants et lubrifiants les plus économiques. Compte tenu de la nature chaude des moteurs atmosphériques, le nombre de pannes dues à des fuites d'huile et d'antigel est assez élevé. Les premiers problèmes ont commencé pour les guides vectoriels dès l'âge de 5 ans. D'un autre côté, les propriétaires expérimentés et responsables qui comprennent les caractéristiques de fonctionnement réduisant les intervalles de vidange d'huile et la température du moteur sont satisfaits du faible coût et de la facilité d'utilisation de ces moteurs. Mais pas tout le monde. 1.6 et 1.8 en pré-restyling sont Z16XE et Z18XE. Ce sont des moteurs dans un bloc très ancien, ils remontent à 1982. Sa conception n'a littéralement rien de superflu. Bloc fonte, culasse 16 soupapes, entraînement par courroie de distribution, compensateurs hydrauliques, pas de régulateur de phase, pompe à huile coaxiale sur vilebrequin, thermostat simple, ventilation simple Carter, CVG, sans soupape,
papillon électronique, module d'allumage à 4 bobines, réglable collecteur d'admission et libération du pot catalytique. Curieusement, ces moteurs ne peuvent pas se vanter d'un fonctionnement sans problème et d'une durée de vie particulière. La durée de vie du groupe de pistons est de plus de 350 000 km, rarement plus. Mais la culasse s'est avérée être un point faible, les jeux dans les guides de soupape se sont rapidement creusés. La perte d'huile lors d'une utilisation urbaine et l'huile d'origine avec remplacement tous les 15 ont commencé relativement tôt à 150 000, principalement en raison de bagues racleurs d'huile facilement coquéfiantes, qui manquent clairement de trous de vidange d'huile. Cette dernière circonstance a ajouté de nombreux problèmes aux propriétaires. Divers composés de décoquage sont désormais facilement disponibles, mais auparavant, la seule façon de nettoyer les segments racleurs d'huile était de les réassembler. Beaucoup de gens appellent cela une révision, mais dans la plupart des cas, aucun usinage ni même dépose du moteur n'a eu lieu. La culasse susmentionnée avec ses guides de soupape met littéralement de l'huile sur le feu. Le décoquage des segments, le remplacement des guides et le meulage des soupapes prolongent généralement la durée de vie du moteur de 100 000, après quoi une véritable révision s'ensuit avec la rotation des cylindres à la taille de réparation des pistons. En plus des risques accrus d'appétit huileux, il existe des problèmes de panne de l'unité de commande du moteur, elle est située directement sur la culasse et surchauffe fortement. Et puis le propriétaire a de nombreux problèmes, car Opel a essayé de lier tous les systèmes aussi fermement que possible à une voiture spécifique. En conséquence, la reconnexion des calculateurs usagés pose certaines difficultés, même si elles sont devenues moins aiguës ces dernières années. De nos jours, nous avons appris à casser presque tout, mais dans les années 2000, le propriétaire devait souvent acheter une nouvelle unité. Un problème similaire se produit également sur d'autres moteurs Vectracé, mais beaucoup moins fréquemment et personne ne se soucie généralement de modifications. Des problèmes mineurs surviennent avec des fuites d'admission, des pannes des volets de géométrie d'admission, des fuites lorsque le VCG est bouché, une panne des capteurs DPKV et DPRS due à des fils cassés, une coquéfaction de l'admission due à la vanne EGR, une contamination du capteur de débit massique d'air, un module d'allumage assez faible, ici il est solide, comme la cassette Saab, moins cher, mais quand même cher, et un câblage pas très bon. On peut également rappeler des fuites dans le système de refroidissement, des tuyaux d'origine, monobloc, coûteux, l'usure du papillon, des fissures dans un collecteur d'échappement simplifié sans corne, des joints faibles, des ondulations d'échappement délicates. Bref, pour faire fonctionner un tel moteur à moindre coût pendant plus de 15 ans, il faut connaître un tas de nuances. Quelque chose comme où et de quel vieux moteur quel tuyau s'insère, comment transférer les servos, où ils sont réparés, quel joint de papillon changer et comment laver, comment démonter l'admission, comment désactiver au mieux le GR et débrancher les capteurs d'oxygène, etc. Oui, tous les problèmes ont des solutions, souvent peu coûteuses et efficaces. Mais en stock, ce ne sont que des moteurs plutôt capricieux et faibles. Seuls ceux qui savent et savent les cuisiner les apprécieront. Les moteurs plus récents 1.6, Z16XE, 100 chevaux, et 1.8, Z18XER, 140 chevaux, appartiennent formellement à la même famille, et les différences, à première vue, sont minimes à l'exception des régulateurs de phase à l'admission et à l'échappement. En fait, le moteur a considérablement changé. Le bloc est légèrement différent, une culasse plus fiable avec des canaux pour régulateurs de phase et 2 vannes de régulation, un échangeur thermique à huile sur la paroi avant sous le collecteur caténaire et un thermostat piloté. Les gros avantages sont plus de couple grâce au régulateur de phase, plus de puissance, aucun problème avec le cerveau du moteur, un collecteur d'échappement réussi et beaucoup moins de coquéfaction de l'admission, car il n'y a pas de GR et de débitmètre massique d'air, l'usure ce qui a souvent entraîné une augmentation de la consommation de carburant. Certes, le nouveau design présente également de nombreux inconvénients. Tout d'abord, le problème est que la température du moteur a augmenté. Il y a un thermostat contrôlé chaud à 106 degrés et les ventilateurs s'allument encore plus tard. De plus, le chauffage du thermostat s'éteint souvent. Sur de nombreux firmware, même le check ne s'allume pas, à moins que les ventilateurs ne s'allument déjà à 80 degrés à pleine vitesse. À de telles températures, l'usure de tous les éléments structurels en caoutchouc et en plastique est très forte. À terme, le couvre-culasse se déforme, tous les joints fuient, le VCG meurt et le câblage devient rapidement cassant. Presque tous les problèmes du moteur sont liés à sa température élevée.
Un échangeur de chaleur à huile est généralement une chose utile, mais étant donné l'augmentation de la température du moteur et de l'huile, les joints commencent à fuir au bout de 2 ou 3 ans. Il s'agit là d'un véritable problème, car il est très difficile de trouver du caoutchouc fluoré qui résisterait avec certitude à 5 à 6 ans d'utilisation. Même les originaux sont clairement fabriqués à partir de matériaux moins chers, et parmi les non-originaux, il n'y a que des lots d'installation, vous ne pouvez même pas compter sur des lots coûteux. Le plus triste, c'est que l'antigel peut pénétrer dans l'huile, mais il existe également de nombreuses fuites simples d'huile et d'antigel. Surtout si la température est basse et que le moteur n'est pas réchauffé. Le problème est si aigu que beaucoup soudent l'échangeur de chaleur, l'éteignant essentiellement. Personne n'a encore pensé à acheter du caoutchouc fluoré en feuilles et à découper les joints eux-mêmes, même si une solution s'impose. Ce moteur n'a plus de compensateurs hydrauliques, vous devez donc régler les soupapes tous les 60 000. Mais en réalité, les écarts peuvent disparaître encore plus tôt, des contrôles doivent donc être effectués. Le nouveau système VKG avec vanne PCV rend le moteur plus sec, le nombre de fuites a été radicalement réduit, mais si la membrane de la vanne se brise, elle laisse échapper plus d'huile que l'ancienne version. Mais le numéro de moteur sur le bloc est gravé au laser et il se corrode sur un bloc complètement sec, ce sont des conséquences inattendues. Le système de régulateur de phase souffre du fait que les produits de coquefaction pénètrent dans les tamis des vannes au début. Les tamis doivent être nettoyés, sinon des dysfonctionnements se produiront. Parfois, les vannes elles-mêmes tombent en panne. Et avec des courses de 150+, il est nécessaire de changer les joints des régulateurs de phase ou les engrenages eux-mêmes en raison de fuite. La courroie de distribution est fiable, elle dure plus de 150 000, mais dans les régions froides en cas de buée, il est préférable de la changer à un maximum de 90 000. Et utiliser celui d'origine résistant à l'huile. L'appétit gras, malheureusement, se produit à peu près au même kilométrage et dans les mêmes conditions. À la brûlure d'huile, s'ajoute la détonation due à la surchauffe, qui peut également endommager les pistons. Cependant, tout n'est pas mauvais. En réglant le thermostat froid à 82 à 90 degrés et en abaissant la température d'arrêt du ventilateur, les nouveaux moteurs sont clairement meilleurs que les anciens. Dans ce cas, le piston tourne pendant plus de 250 sans consommer d'huile, et après cela, même avec des intervalles d'entretien tous les 15 000, il croît lentement. Les fuites de l'échangeur thermique deviennent également extrêmement rares lorsque la température baisse. Le prochain moteur 2.2, Z22SE, 147 chevaux, appartient à une toute autre famille, et, bonne nouvelle, il peut être acheté avec une transmission automatique hydromécanique normale. Le moteur a l'air bien, mais seulement à première vue et pour ceux qui n'ont pas encore possédé d'Opel. Il y a un bloc en aluminium, des chemises en fonte, un entraînement de distribution, des arbres d'équilibrage et des pompes à chaîne. Avec un faible kilométrage et un service concessionnaire, le moteur m'a vraiment plu, il est sensiblement plus énergique que le 1.8, même restylé, et même avec une transmission automatique, la voiture avec est assez rapide et, en plus, économique. Mais vers 120 000 à 150 000, des problèmes de courroie de distribution et de fissures de culasse dans les puits de bougies d'allumage ont commencé à apparaître. Et les très premiers moteurs de 2002 pouvaient avoir des problèmes de chaîne même avec un kilométrage inférieur, mais le problème a été éliminé sous garantie en installant une nouvelle buse de lubrification de chaîne et de nouveaux tendeurs de modèle. Les problèmes avec la courroie de distribution ne se traduisaient pas par une usure soudaine de la chaîne, son étirement était généralement stable, avec un remplacement prévu à environ 200 + 000, ce qui selon les normes actuelles est très bien, mais pour le début du siècle, c'était acceptable. Le changement coûtait cher, 40 000 en 2006, mais une fois tous les 200 000, c'était supportable. Le pire, c'est que les goujons fixant les amortisseurs dans la culasse ont commencé à être arrachés. Souvent, avec la chaîne qui sautait et la tête tombée en panne, il s'avérait que la tête du bloc n'était pas moulée, mais faite d'aluminium recyclé, à partir de sortes de billes. Il ne peut pas être soudé, il se fissure facilement lorsque le couple sur les boulons et goujons est dépassé et, plus dangereux, lors du serrage des bougies d'allumage conique. Les guides de soupape en céramique se fissurent en cas de problème et doivent être remplacés. En contactant un service non revendeur, peu de personnes ont observé les couples de serrage des boulons lors du remplacement des bougies d'allumage et de la pompe avec son entraînement par chaîne, de sorte que le nombre de problèmes n'a fait qu'augmenter. Avec des courses de plus de 250, les moteurs 2.2 ont souvent développé un appétit pour le pétrole. Le plus souvent,
cela n'est pas associé à des défauts de conception, comme pour 1,6-1,8, mais plutôt à la mauvaise qualité de l'huile GM d'origine et à des intervalles de remplacement insuffisamment longs, tous les 15 000. Et puis une chose terrible est devenue claire. Il n'y a pas de taille de réparation, ce qui est nouveau pour les moteurs Opel. Auparavant, General Motors n'avait pas proposé de tels moteurs non réparables, ce qui a provoqué une nouvelle vague de colère dans les clubs d'amoureux d'Opel. Avant l'avènement des développements dans le remplacement des chemises, l'apparition de pistons non d'origine et des kits de distribution moins chers de Cloix, le fabricant du kit d'origine pour GM, le moteur a longtemps été considéré comme extrêmement infructueux. Mais les tentatives réussies d'installer une culasse en fonte normale à partir des moteurs Z20NET, B207 et la réduction du prix de tous les composants rendent désormais les inconvénients moins importants. Les moteurs 2.2 Z22YH de 155 chevaux sont une version ultérieure du moteur Z22SE à injection directe. Pendant longtemps, les problèmes liés à l'équipement en carburant ont fait de ce moteur presque le plus diabolisé, mais il n'y a désormais plus de problème particulier avec l'injection directe. La pompe à injection est relativement peu coûteuse, les injecteurs sont réparés, tout est diagnostiqué. Mais il reste tout de même plus capricieux que les moteurs à simple injection, et il n'y a aucun gain en termes de dynamique et d'efficacité. Les premières versions avant 2006 ne valent vraiment pas la peine d'être achetées, mais sur les voitures après restylage, c'est une option tout à fait réalisable si vous êtes prêt à assumer le coût des réparations pour les moteurs de cette famille et êtes prêt à rechercher des moteurs Chevrolet associés pour acheter des composants d'origine. Après tout, avec le départ de GM de notre marché et la vente d'Opel, les pièces de rechange d'origine sont devenues plus chères et ont partiellement disparu. Les moteurs Z20NET de 2 litres développant 170 chevaux ont une autre désignation, B207E, B207R. Avec de tels codes, ils sont allés à la Saab 9A3, mais ils ont également un numéro de moteur selon le catalogue Opel. Vous pouvez donc installer des moteurs suédois sur des moteurs allemands. Voiture sans problème de documentation. Il s'agit essentiellement d'une version suralimentée du moteur Z22SE, mais il a une culasse coulée, donc il n'a pas de fissure ni de problème de goujon, mais, comme tout moteur suralimenté, il est beaucoup plus exigeant en entretien, et le 2007 les versions 2008 se caractérisent également par la présence de problèmes avec les ressorts de soupape. Le potentiel de réglage n'est pas très élevé, jusqu'à environ 280 chevaux. Avec la baisse des prix du kit de courroie de distribution, les inconvénients par rapport au contexte général ont considérablement diminué. Le moteur 3.2 avec le code Z32SE existe en 2 versions. La Vectra C possède le même bloc moteur que les 2.5, 2.6 et 3.0 des Vectra B et Omega B, avec une courroie de distribution de la gamme V6 54°. L'ancien moteur n'est pas mauvais, même s'il est gourmand en puissance et lourd. Bloc en fonte, 24 soupapes, sans phase, courroie résistante, bonne durée de vie et traction. Certes, il est très grand et s'intègre parfaitement dans le compartiment moteur, il n'est donc pas bon marché à entretenir. Le principal problème est que la pompe à huile est plutôt faible. Lorsque le kilométrage dépasse 250, il faut surveiller la pression d'huile en été. Avec de l'huile 5W30 on peut bousiller les chemises, il est donc préférable d'en utiliser des plus visqueuses et d'en installer une jauge de pression d'huile en même temps. Hélas, l'échangeur de chaleur n'a pas disparu lors de l'effondrement du bloc, dont la corrosion conduit souvent à l'apparition d'une émulsion. Des collecteurs d'échappement fissurés, un mauvais placement du thermostat dans la cambrure du bloc et un système d'aspiration confus et démodé ajoutent également quelques ennuis. Les moteurs 2,8T appartiennent à la nouvelle famille iFeature, la série LP9. Les versions de 230 à 280 chevaux sont essentiellement des variantes d'un seul moteur. La conception avec un bloc en aluminium, un entraînement par chaîne de distribution et une suralimentation est tout simplement un trésor de solutions coûteuses et étranges. Il a été développé à l'autre bout de la Terre, en Australie, et cela se ressent fortement. Il est jetable, comme le Z22SE, et il ne comporte pas 2, mais 3 chaînes. De plus, il existe de nombreuses nuances de conception amusantes, comme des rondelles et des joints de boulons. Elle fut également souvent modernisée, sans se soucier de la production de kits de réparation de courroies de distribution pour les anciennes versions. En général, il s'est avéré que c'était un autre moteur, pas pour tout le monde. Il a un bon potentiel de réglage, mais il est excessivement coûteux et difficile à réparer. Nous avons très peu de Vectra diesel, mais il y en a beaucoup en Biélorussie.
les anciens moteurs diesel Opel 2,0 et 2,2 litres ne réussissent que d'un point de vue mécanique. Bloc en fonte, chaîne de distribution très fiable et pompe à huile fiable. Ils ne peuvent absolument pas être surchargés à basse vitesse. Dans ce mode, les chemises s'usent facilement et le vilebrequin peut être soulevé. Tous les autres problèmes sont dus à la présence d'une pompe d'injection Bosch VP44, qui n'aime pas le gazole de mauvaise qualité. Ses touches surchauffent, la mécanique s'use, et elle coûte jusqu'à 2 Vectra. Cependant, des mécaniciens diesel expérimentés d'un pays voisin réparent tout cela et retirent 170 chevaux au moteur. Les moteurs 1.9 qu'Opel a reçus dans le cadre de la coopération avec Fiat sont vraiment bons. Est-il possible que des pannes de culbuteur et de volets tourbillonnants sur les versions plus puissantes à 16 soupapes assombrissent légèrement l'idylle? Les Italiens installent également sur les injecteurs d'été de retour en plastique, que les artisans russes cassent avec leurs doigts en un rien de temps. Le remontage se fait, avec un mastic, sans joint, et dans l'arrière-pays russe, le « rouge » classique est souvent utilisé, plutôt que soluble dans l'huile, et la qualité du travail laisse beaucoup à désirer. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de l'Opel Vectra C. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.